Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mercredi 13 octobre 2021. Donc aujourd'hui, comme d'habitude, Bitcoin, on verra un petit peu si retracement, si retournement aussi, on verra un petit peu ce qu'il en est. On parlera également d'Ethereum, bien évidemment, on fera la corrélation avec le Bitcoin et on parlera de REC. Donc j'en parle parce qu'ils montrent des structures assez intéressantes. Maintenant, fondamentalement, je sais pas trop ce que ça vaut. Je peux aller faire un petit tour sur CoinMarketCal. Hop, préparer ça et on verra s'il y a des news. Alors, request ici. Rechercher, bon bah y a rien, du coup on s'est auto-spoilé, y a rien du tout. Alors Bitcoin, du coup pour l'instant, bon breakout de notre petite zone de combat, fake out malheureusement, réintégration, ça je peux supprimer. Dorénavant, on va changer de tiers, vous inquiétez pas, on va juste rappeler une chose très simple, qu'on est sur les grosses résistances, donc c'est normal d'avoir des rejets, faut pas s'attendre à un breakout imminent. On pourrait breakout, mais il y a eu un petit peu d'acheteurs dans le train concernant les dérivés, j'y reviendrai après. Donc il y a beaucoup de shorters aussi, mais il y a aussi quelques acheteurs qui sont rentrés. Donc avant de préparer un énorme breakout ou un breakout quelconque, autant sortir les acheteurs et bloquer encore des vendeurs, je vais vous expliquer ça après. Mais techniquement, on voit bien qu'on est bien sur les grosses résistances qu'on a identifiées, ça va être compliqué à passer ça du premier coup, honnêtement c'est compliqué. Donc un petit retracement n'est pas à exclure. Je passe en daily ici, ça je peux supprimer, donc momentum daily. Que nous indique le momentum? Divergence baissière qui s'est créée. Pour certains, elle est déjà confirmée, pour d'autres, on l'attend dans le cross des zéros. Le cross des zéros, c'est un peu plus safe, un peu plus... ça met les probabilités de votre côté quoi, en termes de confirmation momentum. Et la divergence ici indique que la consolidation ne serait pas à exclure. Il y a une pattern aussi que j'utilise qui est assez puissante, c'est simplement le fait d'utiliser la bougie la plus grande et la plus haute. Donc on prend la bougie la plus haute, qui est celle-ci. On identifie son plus bas, une clôture sous le plus bas pourrait justifier un retracement de marché, en tout cas une consolidation de plusieurs jours. Donc là, si on clôture sous les 54 400$, ça ouvre la porte à un retracement et donc à une période de consolidation, par exemple, tac tac tac, pour une continuation haussière. Ok. Donc ça, c'est pour ce qui est de la technique. Quand on regarde le momentum en 12 heures également, pareil, divergence baissière, c'est-à-dire que mon indicateur fait un nouveau plus bas, mon prix fait un nouveau plus haut, donc les acheteurs ont de moins en moins de force, les vendeurs se remontrent un petit peu. Donc retracement, consolidation. Je passe en 4 heures ici. Hier c'était positif d'avoir le momentum bullish. Malheureusement ça n'a rien donné. On a buté au final, on a créé une zone de résistance. Et derrière, boum, divergence baissière. Donc là les divergences sont déjà confirmées, de nombreuses divergences. Je vais vous les noter ici. Donc pareil, consolidation. Ça veut pas dire qu'on va dumper, qu'on va aller à 30 000$, loin de là. Ça veut juste dire que s'il y a un dump, ça servira à créer une sorte de consolidation pour ensuite soit retourner le marché, donc quelque chose comme ça, soit pour créer une continuation haussière. Alors maintenant c'est au niveau de l'order flow que ça va être intéressant. Hier on avait parlé justement des liquidations qui attendaient dans les 55 000, je sais pas si vous vous souvenez, regardez le brief d'hier si jamais, mais là je les ai ici également, donc là voilà les liquidations qui attendaient ici, on est venu en chercher quelques-unes, je vous expliquerai ça correspond à quoi tout ça juste après. Mais ça c'était pour la partie technique. À noter également qu'en weekly on arrive sur la grosse zone de résistance. Faut pas blaguer maintenant en fait, c'est pas le moment de dire ça va casser, c'est une grosse résistance, faut la travailler, c'est normal d'avoir des rejets, ça peut mettre du temps avant de se faire casser, c'est la plus grosse résistance du Bitcoin à l'heure actuelle, c'est pas rien, les 58 000 jusqu'à 60 000$, on y est venu, on s'est fait rejeter, va falloir être patient pour avoir un breakout. La dynamique est haussière ici sur l'échelle long terme, on est haussier pareil en termes de momentum sur des unités de temps super, donc il y a plus de proba que ça break, mais sur du court terme, des petits signes de retracement. Donc voilà, de voir le Bitcoin retracer un petit peu ou consolider, ce ne serait pas aberrant. Là où j'y viens, c'est en termes de comment dirais-je, là où j'y viens, c'est en termes d'order flow. Donc là, c'est ce que j'ai dessiné avec les élèves. Je l'ai gardé parce que ce sera plus simple à vous l'expliquer honnêtement. Ça, je vais juste supprimer ça. Je vais juste regarder si... Ok, j'ai oublié de remettre Bybit, c'est pour ça que... Ok, il y a un décalage. Alors, pour faire simple, ici avec les élèves, on a identifié depuis quand on a des spreads positifs. Les spreads positifs peuvent indiquer justement une sorte de pression acheteuse plus forte sur le dérivé que sur le spot, ce qui veut traduire que les gens sont un petit peu plus bullish sur les dérivés maintenant que sur le spot. Par exemple, quand vous avez des spreads négatifs, ça montre clairement que les gens sont enclins à shorter et shortent plutôt massivement. Et donc ici, ensuite l'open interest vous dit s'il y a plus de positions qui s'ouvrent ou de positions qui se ferment, et ensuite peut vous donner une indication sur les shorts, etc. Mais là, de ce qu'on voit, c'est qu'on a eu en gros du 20 septembre jusqu'au 5 août un spread négatif qui traduit majoritairement un sentiment baissier, donc une pression vendeuse accentuée sur les dérivés, depuis le 5 octobre, donc depuis cette consolidation que j'ai mis dans la box rose-violet, ça dépend de votre écran, on a des spreads positifs. Ça ne veut pas dire que les gens sont en train de FOMO, ça y est, on a eu le FOMO du siècle. En termes d'open interest, on voit que ça monte un petit peu, donc il y a un peu d'acheteurs qui sont rentrés là-dedans, et que ce sont des acheteurs à sortir si on veut breaker la résistance. Il faut que le train soit le plus vite possible. Pensez toujours à ça.
Par exemple, si vous voulez qu'un asset prenne en valeur, plus le train sera vide, mieux ce sera. Par exemple, si on voit des trucs comme ICP qui ont du mal à bouger à l'heure actuelle, c'est parce qu'il y a encore beaucoup de gens dans ICP. Par exemple, je vois beaucoup de gens parler de SLP, ça on en avait parlé aussi, il me semble. Oups, ça c'est. Je le flouterai en montant. Non, c'est bon, on s'en fout, blockchain stock, c'est rien. C'est ici, pardon. Hop. Par exemple, si je regarde SLP USDT, techniquement, il est intéressant. En daily, il redevenait intéressant. Le problème de ce genre d'asset, c'est que tout le monde en parle. Donc le train est encore super chargé, qu'il faut décharger le train pour qu'on ait une phase haussière. Ok, je vois beaucoup de gens en parler. Sur Twitter, sur les réseaux, vous aussi vous m'en parliez. C'est pas une reproche, loin de là. C'est juste un fait que plus un train va être rechargé, plus il va falloir d'énergie pour le faire monter. Jusque-là, vous êtes d'accord. Alors que plus le train sera vide, moins il y aura de gens qui parleront d'un asset. Et s'il y a des conditions techniques qui sont intéressantes, ça pourra aller haut. Bah, c'est pareil sur les dérivés. C'est-à-dire que s'il y a beaucoup de gens qui sont en longue, le train il est lourd, c'est lourd à monter. Ça fait gagner beaucoup de gens. Il y a moins de shorts à liquider. C'est ce qui fait qu'il y a moins de positions acheteuses qui s'ouvrent. Un short qui se fait liquider, donc une position vendeuse à découvert, c'est une promesse de rachat. Vous allez racheter votre position. Donc un short qui se fait liquider, c'est un achat au marché. Pourquoi on a beaucoup pumpé ici? Là, sur ces phases. Là, sur ces breakouts. Et ces breakouts, c'est parce qu'on a eu beaucoup de shorts liquidés, donc une grosse pression acheteuse qui crée des gros breakouts comme ça. Ok? Sauf que là, s'il y a beaucoup d'acheteurs et qu'il n'y a plus énormément de vendeurs, il y a des vendeurs, ne vous inquiétez pas. Hein. Mais si on commence à avoir une majorité d'acheteurs au sein de cette consolidation, pour qu'on puisse repartir et aller casser la résistance, il faut que le train soit déchargé. Ok. Donc on a déjà eu un premier déchargement, entre guillemets ici, une première décharge. Avec ces liquidations longues, on a liquidé 22 millions de liquidations. Ça n'a pas entraîné un gros mouvement baissier, ça a plutôt été racheté, donc il y a des gens qui, quand même, des whales qui aiment capturer ces liquidations ici pour venir acheter, donc il y a quand même des gens qui aiment acheter ce marché. Maintenant, quand on regarde le range, on voit que grosso modo, depuis le 5-6 octobre, donc depuis le gros breakout ici, là, des 50 000 jusqu'à 55-56, on voit que les gens sont majoritairement bullish en termes de spread. Donc il y a quand même des petits tours dans le négatif de temps en temps, mais le spread est majoritairement positif. Donc c'est ce que j'ai noté, Bybit et Binance, spread positif dans toute cette zone. Donc maintenant, ce que j'ai fait avec les élèves, c'est qu'on identifie quelles seraient les zones de prix à venir péter pour faire chier en gros la majorité de ces acheteurs. Donc pour mettre la tête sous l'eau, donc underwater la majorité de ces acheteurs, qui sont en train d'acheter majoritairement depuis le 5 octobre, 6 octobre sur les dérivés, ce qu'il faut c'est simplement venir sous le niveau le plus bas qu'on est venu chercher. Donc les 53 300 $, pour faire très simple. On est venu bouffer ces creux ici, donc ça je peux supprimer. Il manque ces creux ici à venir chasser. Pourquoi? Parce que tous ceux à l'heure actuelle qui achètent dans ce range, que ce soit ici, pour se protéger, ils le font. Quand ils achètent, ils se protègent sous le dernier creux ici, sous les 53 300 $. Ce qui fait qu'il y a un paquet de stop et potentiellement un paquet de liquidation. Parce que certains aussi calculent leur trade en fonction de leur liquidation. Par exemple, c'est simple. Si j'entre ici, que je veux me faire liquider, je sais pas moi, sous les 53 300, bah je mets le montant et le levier nécessaire pour me faire liquider sous les 53 300. En gros, ma liquidation coûte un stop. Donc par exemple, ma liquidation, si par exemple je veux risquer 100 $, ma liquidation ça sera 100 $, bah je m'assure de calculer une liquidation de 100 $ qui se fera sous les 53 300. Ok. Donc ça, c'est une gestion du risque à part entière. Mais ça peut être intéressant justement pour des whales qui, elles, veulent recapturer des achats, bah de se servir des liquidations des acheteurs pour venir reacheter le marché ici. Sachant que le sentiment est très fébrile, dès qu'on baisse un petit peu, on le voit ici sur Bybit, mais il y a des petits tours dans le négatif comme ça, là. Donc le sentiment devient un petit peu fébrile de temps en temps. Hein. Donc voilà, par exemple, même Ethereum, on est revenu proche de 0, même sous 0, ce qui veut dire pareil qu'en termes de dérivés, sur Ethereum, ça commence un petit peu à shorter, on peut peut-être le voir sur les fundings, voilà, qui baissent un petit peu, qui vont dans le négatif de temps en temps. Donc les spreads commencent à diminuer, c'est pas non plus sous 0, hein, mais il y a un petit sentiment, voilà, le sentiment bullish peut s'estomper, et il faudrait qu'il s'estompe. C'est-à-dire que ici, il faut absolument qu'on vienne bouffer sous les creux, donc là, qu'on vienne dans ma box rouge, et que les gens se disent, ça y est, c'est bearish, le top il est in, le top il est présent, vous êtes ferrect, et en fait que non, les gens viennent shorter, reprennent confiance, parce que faut quand même se dire que psychologiquement, dites-vous que ici, là, spreads négatifs, ici, les gens étaient super bearish, ok? Le signal dont on avait parlé, qui retourne la dynamique, c'était la cassure des 45 200. Il n'y a plus de raison d'être bearish quand on casse les 45 200, ok? Donc les gens, bearish dans tout le range, bearish à l'approche de résistance, donc breakout. Sur cette consolidation, on regarde les spreads sont négatifs, donc les gens sont bearish, le marché fait quoi? Direction haussière, breakout, pareil ici. On voit quoi? Hausse de l'open interest juste avant la résistance, avant les 50 000. Spreads négatifs, les gens sont bearish, bam, breakout. Donc les gens ont été bearish ici, ils deviennent bullish.
Et donc le marché, il a tout intérêt à faire quoi? À faire l'inverse de ce que fait la majorité. Donc on a tout intérêt à piéger ces gens. Donc dites-vous que les gens ont été bearish une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, ils ont eu tort les 3 fois. Au moment où ils deviennent bullish, le marché, ce qu'il va faire probablement, c'est leur dire ok, t'as été bearish ici, ici, et puis ici, t'as eu faux 3 fois, et la seule fois où tu retournes ta veste, je me retourne pour que tu sois encore dans le tort. Donc naturellement, ce qui se passe, c'est que très très probablement, on vient sous les 53 300, moi je pense sincèrement qu'on va y aller, juste histoire de sortir les acheteurs d'ici. Ne soyez pas étonnés s'il y a une petite accélération de volatilité, là, ma petite bougie rouge qui met un petit coup de pression sous ces niveaux. Donc un petit nettoyage justement avant d'aller breaker la résistance. Et idéalement, ce qu'il faudrait, c'est essayer de bloquer des vendeurs. Donc si on va vers ces niveaux, qu'on se met à consolider, ici il faudrait revoir des spreads neutres, voire négatifs. Pour se dire, ok, les gens sont de nouveau bearish, ça y est, on y va, bam, on va break out. On a sorti des acheteurs, maintenant on re-break out. Et là on pourra break out la résistance parce que ça coûte de l'argent. Ça coûte de l'argent de faire pumper ce marché maintenant sur le spot. Ça coûte un petit peu de l'argent dans le sens où les grosses résistances, elles sont là. Donc ça, faut que les market makers viennent acheter ces gros ordres de vente. Faut que les market makers les achètent pour pousser le prix. Mais le market maker, il n'a pas de réel intérêt à faire ça. Et même sur Deribit, ça se voit. Hein. Là où il y avait les gros murs de vente, là c'était vraiment la muraille de Chine. C'est compliqué de passer ces ordres. En fait, pourquoi? Dites-vous, c'est simple. Pourquoi il y a des gens, les market makers généralement, pourquoi les market makers ils vont venir bouffer cette liquidité alors que la majorité des gens sont en longue? Pourquoi les market makers ils vont dépenser de l'argent pour faire gagner des gens? Ça n'a pas trop de sens. Le market maker, son but, c'est d'aller déplacer le marché là où il y a de la liquidité, mais sans que ça lui coûte un maximum de pognon. Que le train soit le moins chargé possible pour que ce soit le plus facile à le faire monter. Ou à le faire descendre s'il veut liquider les acheteurs. Donc tout simplement, ici, quand il y a la muraille de Chine au-dessus de notre tête, donc là ça se voit beaucoup sur Deribit, hein, ça se voit énormément, là vous voyez la muraille de Chine ici, même si je passe comme ça se verra peut-être, voilà ça se voit bien. Pourquoi le market maker va venir bouffer ça, je me répète? Bah, il n'y a pas d'intérêt si le train est chargé d'acheteurs depuis cette consolidation. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on dégage ces acheteurs. Donc, probablement, et pour l'instant, j'ai pas l'impression que les gens sont encore en train de lâcher l'affaire. Le spread sur Binance, Simon, peut-être sur Bybit, ça lâche un petit peu l'affaire, peut-être. Ouais, sur Bybit, c'est sous le prix du spot, mais pas encore sur Binance. Sur Binance, il y a encore c'est pas tellement bearish le sentiment sur Binance encore. Donc, allez, petit nettoyage sous les 53 300. Donc là, on vient bouffer des liquidations des stops. Et ensuite, si les gens sont bearish, ok. Si les gens lâchent toujours pas l'affaire, c'est-à-dire que là on fait ça, on rebondit, les gens continuent d'être bullish, les spreads sont toujours haussiers, les fundings restent haussiers, faudra instaurer le doute. Et pour instaurer le doute, faudra s'approcher des 50 000, je pense, et titiller les 50. Ok. Donc, premier scénario, qui est pour moi peut-être pas le plus probable. On reste dans ce range, les acheteurs capitulent d'eux-mêmes. Pardon, donc dès qu'on vient sur les supports, bah ça flippe et puis ça devient bearish et ça short le support du range. Possible, et à ce moment-là, on reste dans le range et on breakout. Pas le scénario le plus probable pour moi. Le scénario le plus probable pour moi, c'est fake out du range, donc c'est-à-dire en gros, on vient sous les 53 300, on trouve des pics de liquidation, donc attendez-vous à trouver des pics de liquidation idéalement. Petite accélération due aux liquidations des dérivés, donc pourquoi pas un petit tour vers les 53, enfin sous les 53 300 déjà, c'est quasiment certain dans ce scénario. Je dis pas que ça va arriver, je dis que dans ce scénario, on est obligé d'aller sous 53 300 pour sortir tous les acheteurs, pour bouffer tous les stops. Et derrière, avec les liquidations, ça pourra entraîner un petit peu les prix plus bas. Et donc, s'approcher peut-être des 52, 51, voire 50 000 $. Donc dans ma box rouge, ici, où on sort un maximum d'acheteurs, et ensuite on attend de voir. Est-ce que les gens deviennent bearish? Est-ce que les gens redeviennent bearish? Est-ce que le niveau des 50, lorsqu'on s'en approche, les gens redeviennent bearish, de se dire ok c'est bearish? Ou est-ce que les gens vont se dire non, ça va tenir, c'est bullish, et vont venir acheter? Si c'est le cas, on pourrait même faire mumuse sous les 50, et au final, rester dans notre nouveau range entre les 48 et les 60 000 $. C'est-à-dire que ça maintenant c'est notre gros range, ok, là on l'a noté, au final on pourrait faire mumuse là-dedans, avoir un breakout aussi. Donc si jamais les gens restent bullish et lâchent pas l'affaire sur les dérivés, faudrait pas exclure un petit tour, un petit retour aux 49 000 $ qui est en gros le bas de notre range, le support de notre range. Voilà, est-ce que ça voudrait dire que le Bitcoin a fait son top, que ça y est, la hausse est finie? Techniquement, non. Ça voudrait dire que c'est un retracement, qu'il faut du pognon pour breaker la résistance, et que si les gens sont en longue, le train il est chargé, faut d'abord décharger le train, donc hop, on le décharge, et ensuite on break la résistance. Vous comprenez un petit peu le truc, donc ça fait longtemps qu'on en parle. Mais là, c'est sous nos yeux, en fait, ça baisse et les spreads continuent de tenter à tendre vers le haut, donc les gens n'ont pas trop lâché l'affaire encore. Donc c'est ce qui m'invite à penser qu'un petit tour sur 53 300, c'est possible. La technique va aussi dans ce sens, c'est-à-dire ici les divergences de momentum, ça on l'a vu ici. Petite divergence de momentum ici, hein, donc c'est ce qui justifierait le fait que voilà, petit retracement, première à 50 800 $, bon voilà, si les gens lâchent pas l'affaire, un petit tour là-bas m'étonnerait pas trop.
juste histoire de venir bouffer, si vous l'avez compris, les stops sous les creux. Voilà, tout simplement. Donc est-ce que je suis bearish sur Bitcoin? Non, la dynamique reste haussière, donc techniquement on est censé rester bullish. En revanche, il y a des petites divergences court terme et daily qui nous amènent à penser qu'un retracement se met en place, ou une consolidation. Donc une consolidation, c'est simplement, premièrement, une phase de retracement, ensuite on consolide, et puis ensuite on fait un breakout haussier pour une poursuite haussière, ou un retournement de marché. Et donc à ce moment-là, on devient bearish, tout simplement. Donc, pour le moment, probablement une petite pression baissière qui va se mettre en place pour sortir un petit peu d'acheteurs, parce que là, d'avoir des spreads haussiers ici, ça signifie qu'on a quand même des acheteurs qui sont rentrés, l'open interest est monté ici, on a des spreads positifs, donc on peut se dire qu'il y a des acheteurs à dégager un petit peu plus bas que les 53 300. Donc court terme, retracement, consolidation, moyen terme et long terme plutôt bullish, hein, donc cassure d'ATH à venir probablement dans les prochaines semaines, sauf retournement baissier sur des unités de temps type daily. Mais sur du court terme, attendez-vous un petit peu de turbulence, si je puis dire, voilà, des vagues en mer, on va dire on est en bateau, il y a des vagues qui vont venir, un petit peu de turbulence, la météo va changer un petit peu, si je puis dire, voilà. On aura des petites turbulences, donc le train peut être secoué un petit peu, voilà, c'est plutôt ça le terme. Le train peut être secoué sous les 53 300, donc voilà, soyez pas étonnés si on bascule un petit peu là-dessous et qu'on ait une petite accélération de volatilité, parce que ça va déclencher beaucoup de stops qui vont s'activer sur les dérivés, peut-être aussi des liquidations. En parlant liquidation, voilà pourquoi je vous parle ici de cette zone. Donc là, en gros, j'ai identifié sur BitMEX le point le plus bas, et donc on est venu en fait simplement chercher toutes les liquidations qui attendent. Voilà, sous ce stop, enfin sous ce niveau de stop. Et donc là, on a les liquidations les plus proches. Hein. Pour moi, c'est cette box, c'est jusqu'au 52 200. Si jamais il y a des liquidations jusqu'au 49 000, enfin même en réalité jusqu'au 46 000, donc là, ça fera un gros nettoyage. Est-ce qu'on en a besoin? Peut-être, donc là ça fera un gros nettoyage comme en début septembre, le fait de venir carrément bouffer les creux ici. Bon après je pense qu'il y a encore beaucoup de vendeurs la tête sous l'eau, hein, donc est-ce que c'est rentable? Je ne sais pas trop, faudrait pas trop tirer sur la corde je pense, mais voilà, pour moi cette box ici que j'ai mis violette jusqu'au 52 002, allez on pourrait même tirer jusqu'ici, allez, si jamais, voilà. 51 009 si on tire jusqu'ici, pour moi les valeurs orange probablement, donc allez hop. Peut faire un peu mémuse ici, mais franchement je pense que cette zone on peut l'atteindre sans trop de problèmes, juste histoire de liquider un petit peu d'acheteurs. Voilà, juste histoire de liquider un petit peu d'acheteurs. Donc Ethereum, le raisonnement c'est exactement le même, c'est-à-dire que Ethereum ici, c'est pareil. Ethereum, vous voyez ici, spread négatif sur toute la montée, donc voilà, spread négatif, genre bearish, bam, breakout. Donc ça c'est bullish, les gens restent bearish et les gens sont redevenus bullish, pareil, 5 octobre, un petit peu avant que sur le Bitcoin. Donc là on a un spread positif, donc toute cette zone, j'ai pris les points les plus bas. Ok, même ici si jamais, mais bon, c'est plutôt là que c'est devenu bullish pour moi à partir d'ici en réalité. Donc le point le plus bas, donc pour moi, pareil sur Ethereum, faut faire un petit tour sur les 3200, enfin sous les 3268, 3220, et donc venir chercher cette box rouge qui correspond à mon humble avis, pareil, au stop et liquidation, donc ici. Hop, stop et liquidation. Hop, tout simplement, des longues, voilà. Comme sur le Bitcoin, venir dans cette box rouge pourrait être intéressant ici pour sortir des longues. Et en termes de... Là par contre il y a beaucoup de vendeurs, hein, ça faut le noter, mais là le spread négatif, l'open interest qui monte, on a beaucoup de shorters sur cette phase, donc je pense qu'il y a de quoi monter, après pour les liquidations short, mais là vraiment sur du court terme, on le voit ici, open interest qui est monté un petit peu, ça commence un petit peu à shorter sur Ethereum j'ai l'impression, doucement mais sûrement, pourquoi pas, on verra ça plus tard, il faut plus de data ici pour avoir du recul, mais en tout cas je pense que voilà, faire un petit tour sur Ethereum sous ces niveaux, c'est très probable. Donc voilà, je ne fais pas d'analyse technique sur Ethereum, j'ai pas grand chose d'autre à dire de plus, c'est surtout au niveau de l'order flow que ça se joue, et de toute façon Bitcoin va être le king et va driver un petit peu le marché. Donc voilà, Bitcoin le risque c'est de faire un petit tour sur les 53 300 et que Ethereum suive et fasse aussi un petit tour sous les 3268, donc je parle pas d'une correction magistrale, hein, là on est sur des moins 6%, c'est rien d'exceptionnel, c'est juste en termes de dérivés. En termes de dérivés, histoire de décharger un petit peu le train, voilà, c'est tout. Et donc pour finir, je vous parle rapidement de... J'avais pas dit SLP, j'avais dit request. Donc là j'ai fait manuellement... Oups. J'ai fait manuellement mon petit calcul pour avoir le prix en dollars avec plus d'historique. Voilà. Alors, bon. Pourquoi je parle de cet asset? Parce que techniquement ça redevient assez intéressant. En fait il fait une pattern qu'il répète assez souvent. C'est-à-dire phase de pump. Ok, retracement, zone de rechargement, les WSD signes, rephase de pump. Donc, première fois ici. Zone de rechargement, ça d'ailleurs c'est un de mes setups favoris. Setup zone de rechargement, les WS redessinent, super, on réaccélère. Ok, on fait pareil. C'est-à-dire on prend
la phase de conso, on prend la phase de pump, zone de rechargement, ici, bon là il y a des petites mèches qui cachent un petit peu le truc, mais grosso modo ça revient au même, consolidation dans ou sous la zone de rechargement, pam, breakout, accélération, ok. Ensuite on regarde à nouveau, donc c'était listé sur Binance en plus, hop, ici, on regarde un petit peu à nouveau, hop, zone de rechargement, comme ceci. Donc là c'est un petit peu plus bas, mais les W commencent à se redessiner. Donc là ça peut redevenir assez intéressant. Moi, à l'heure actuelle, ce qui me chagrine un petit peu, c'est qu'on est en dehors de la zone de rechargement. Donc, ce que j'attendrais de rec, idéalement, c'est, sait-on jamais, si on vient bouffer ses creux, hein, qu'on vienne faire quelque chose comme ça. Mais en tout cas, elle fait toujours la même pattern. Donc, peut-être que cette pattern est déjà réenclenchée et que donc, on va se manger ça. Hop, tant mieux pour ceux qui sont déjà dans le train. Donc, en gros, quelque chose comme ça, une nouvelle accélération, parce qu'il fait toujours ça. Il l'a fait une fois ici, une deuxième fois ici, enfin... Première fois ici, hop, retracement, deuxième fois ici, il pourrait le refaire une troisième fois. Maintenant, les conditions idéales, à mon sens, seraient plutôt que la structure se développe au sein de la zone de rechargement, donc entre les 20 centimes et les 13 centimes, voire un petit peu dessous, ça me dérangerait pas trop. Mais là, ok, la dynamique est intéressante, mais ce qui me chagrine un petit peu, c'est que malheureusement, ça se fait en dehors de la zone de rechargement. Maintenant, ça vient d'être listé sur Binance. Hop. Et donc ça aussi, c'est plutôt pas mal. Maintenant, si on rebascule sous les 16 centimes, il faudra attendre de nouvelles structures ensuite, ok. Mais en tout cas, tout ce qui se dessine dans cette zone de rechargement peut être intéressant. C'est pour ça que je voulais vous en parler aujourd'hui, parce que c'est l'une des seules haltes à... Enfin, l'une des seules, non, il y en a quand même, hein. Mais REC fait partie des haltes qui ont réussi à breakout. Et donc franchement, c'est vachement intéressant d'en parler. Sa chart est plutôt sympathique. Maintenant, voilà. Pour représenter la pattern, enfin pour refaire la même pattern, il faudrait plutôt faire quelque chose comme ça. Si c'est déjà déclenché ici, bon bah attendez-vous à une réaccélération de règles. Donc est-ce que j'achète ici personnellement? Non, j'ai pas ma condition de localisation. Je préférais avoir la structure, bon bah ici, hein, comme vous l'avez compris, là-dedans. S'il y a ça, pourquoi pas tenter un petit achat sur REC avec un stop sous les creux de la structure? Ça pourrait se faire. Donc c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui, la pattern peut se répéter. Donc voilà, je vous parlais de ça aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura aiguillé un petit peu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à nous rejoindre sur Discord, je mets le lien en description et en commentaire. Si vous voulez rejoindre l'école, tout est disponible dans le bienvenu du Discord avec toutes les explications, donc là c'est les modalités crypto. Rejoindre via le Patreon à ce stade du mois est très tard, donc privilégiez les modalités crypto, donc tout ce qui est paiement en USDT, idéalement en TRC20. C'est là où il y a le moins de frais, 1$ de frais grand maximum, même pour vos transactions perso, hein, quand vous allez transférer des USDT d'un exchange à un autre, ou du Ledger, ou je sais pas où, privilégiez par exemple l'USDT, enfin privilégiez le TRC20, c'est là où vous aurez le moins de frais. Ça peut vous sauver au niveau des frais parce que ERC20 c'est assez élevé actuellement il me semble, et Bitcoin pareil, donc voilà, tout est expliqué juste ici, vous avez aussi la vidéo de présentation de l'école en description et en commentaire. Je vous laisse ici, je vous souhaite une bonne journée, on se retrouve du coup demain pour une prochaine update, ciao ciao.